It's a war zone out there. They're destroying the city. I'm just going to assume you're all criminals. Salut à tous, bienvenue dans Story Movies. Au sommaire de nos envies de cinéma, le nouveau film Coup de poing de Catherine Bigelow, raconté par ses acteurs John Boyega et Will Poulter. I answered this question before. Elle est la numéro 1 de Tony Marshall. Je vous demande pardon. Rencontre avec une actrice intense et directe, Emmanuelle DeVos. Enfin, Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet nous emmèneront dans l'expo Frappadingue qui leur est consacrée. Story Movies, c'est parti. Réussir dans un secteur comme le vôtre pour une femme, c'est assez remarquable. À la ville, c'est l'une des comédiennes les plus humbles et accessibles qui soit. À l'écran, Emmanuelle DeVos est la numéro 1 de Tony Marshall, une ingénieure pressentie pour devenir la première femme à la tête d'une entreprise du CAC 40. Emmanuel Blachet, Jean Baumel. Il vous faudra plus qu'une poignée de soutien et un peu de presse si vous voulez gagner cette bataille, vous savez. Des compétences peut-être. Discussion pleine de franchise autour du pouvoir et du sexisme. Emmanuelle, lors d'une précédente rencontre, vous m'avez dit quelque chose qui m'a marqué, que l'un de vos secrets de fabrication pour trouver un personnage, c'était de définir son poids. J'ai jamais oublié. Oui. Alors combien pèse Emmanuelle Blachet que vous incarnez? Elle pèse très lourd. Elle pèse, oui. J'ai dû perdre 3 kilos pour Emmanuelle Blachet. Mais j'ai fait de la boxe, donc j'ai peut-être pas tant perdu que ça en poids, mais j'ai pris en muscle. Ouais. Non, mais c'était pas tant pour le corps, c'était pour le regard. Moi, je suis un peu chaton dans la vie, je suis un peu, même dans les films, j'ai un côté un peu doux, un peu coulant comme ça. Pas femme de poigne, quoi, dans la vie. Non, pas vraiment. Et alors, elle voulait pas non plus que ce soit une caricature de femme. Ce qui l'intéressait aussi. Mais ce qui est passionnant, c'est pas une tueuse en talons hauts et c'est pas un grand blanc avec un rouge à lèvres rouge de vampire. Oui, non, pas du tout, parce que ça, c'est un cliché insupportable. Baumel va se déchaîner contre Emmanuel. Tu as voulu la guerre? Tout là. Je perds des milliers de personnes sont au chômage. On parle de transfert d'argent contre des informations sensibles. Ce que tu viens de faire est un suicide médiatique. Pas d'affolement et pas de nervosité. On laisse ça aux femmes, d'accord? J'imagine qu'on n'incarne pas de la même façon une femme de pouvoir qui est un cadre dirigeant dans l'industrie et une femme politique. C'est pas du tout le même type de pouvoir. Vous qui avez joué Simone Veil, qui n'était pas non plus une caricature de la femme de pouvoir, mais en tout cas c'était dans le bon sens du terme. Oui. En plus, Simone Veil, je pense qu'elle a eu de l'autorité en naissant, donc ça, c'est encore autre chose. Parce qu'on a... Oui, l'autorité naturelle. Ouais. En politique, c'est 10 fois pire que dans l'industrie. Hein. Je pense qu'il n'y a pas pire qu'être... il faut toutes les admirer, même celles qu'on n'aime pas, même qui ne sont pas du bord qu'on apprécie. C'est d'une difficulté. Elles sont en but à la misogynie, mais puissance 100 000. Mais là, c'est pas pareil. Là, moi, j'ai parlé avec beaucoup de femmes comme ça qui ont des postes importants dans des entreprises. Elle parle plus du paternalisme. Voilà. Le côté, allez, tais-toi, petite chose. Oui, qu'on est la seule, par exemple, qu'on appelle lors d'un comex, on appelle toujours monsieur machin, monsieur bidule, et on vous appelle par votre prénom, alors que... Bon, il n'est plus temps de chanter et danser sur les tables. Je vous demande pardon. Vous voyez très bien à quoi je fais allusion. J'ai l'air d'une call girl. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que vous vouliez dire? On garde la tête froide, s'il vous plaît. On parlait tout à l'heure du sexisme atroce qui peut exister en politique, du paternalisme qu'on peut trouver dans le milieu de l'entreprise et de l'industrie. Quid du cinéma? Alors, on est dans le paternalisme, dans le sexisme, où là aussi, il ne faut pas exagérer, tout va pas si mal. On est très très protégé de tout ça dans le cinéma. Et moi, franchement, je n'ai jamais été en but à de quelconque réflexion désagréable, enfin sexiste ou... Parce qu'il y a énormément d'actrices américaines, Jessica Chastain, Jennifer Lawrence. Alors elles se battent à la fois pour une égalité des salaires, pour arrêter d'être des faire-valoir, et aussi elles ont toutes des exemples à raconter de gestes déplacés. C'est une boucherie, je pense que mais c'est un milieu... de toute façon, les États-Unis, je peux vous dire, je reviens du festival de Deauville, j'ai vu 10 films américains, ils sont mal barrés. Hein. Et alors la place des femmes, c'est bien simple, il n'y avait pas un rôle féminin intéressant. Mais non, dans le milieu... Vous savez où je vois du sexisme, moi, en tant qu'actrice, ne le prenez pas pour vous, c'est chez les journalistes. Est-ce que vous demanderiez à Richard Berry qu'est-ce qu'il pense de la chirurgie esthétique, par exemple? Alors que vous constaterez que je ne vous pose pas ce genre de questions. Oui. Mais souvent, les journalistes me disent « Non, mais je sais, ça vous embête comme question, mais c'est pour nos lectrices, ça les intéresse. » Donc, vous prenez vos lectrices pour des quiches, quoi.
Alors, vous me disiez tout à l'heure que vous n'étiez pas une femme de poigne. Non. Non? Ah non, pas du tout. Même sur un plateau? Moi, je suis un peu comme Emmanuelle Blachet, j'aime bien fabriquer. Mais c'est pas pour le goût d'être appelée la bosse ou le goût du pouvoir. Alors, à défaut d'être appelée la bosse, être la numéro 1, est-ce qu'on a envie d'être l'actrice numéro 1? Actrice numéro 1, moi je pense qu'il faut être numéro 1 de soi-même. Je sais pas. Je trouve que c'est plus la meilleure version de soi-même? Oui, il faut travailler à être vraiment au max de ses possibilités et d'exploiter tous nos talents. Ça, je trouve que c'est important. Après, numéro 1 d'un groupe, des actrices, c'est tellement aléatoire. De toute façon, on l'est pendant 6 mois. Si jamais on a un film qui fonctionne, qui marche bien, ou un César ou un machin, on l'est. Bon, voilà, après, on laisse la place à une autre, puis après, ça revient. Puis c'est ça qui est drôle aussi, en même temps. C'est plus amusant. Savez-vous quel est le point commun entre tous ces personnages? Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet, un binôme atypique qui, dès ses premiers courts-métrages dans les années 80, s'est imposé comme le tandem punk du cinéma français. Leurs deux noms n'ont plus été accolés depuis 1993 et la sortie de La Cité des Enfants Perdus. Mais cette année, à 2 pas du Sacré-Cœur, au lieu des aventures d'Amélie Poulain, c'est en duo qu'ils dévoilent les coulisses de leur univers farfelu. Alors je vous présente Georges. Georges était dans mon bureau, il a gardé mon bureau pendant des années. Dessins, décors, costumes, l'occasion de raconter leur histoire commune en 3 films, en commençant par Délicatessen, un électrochoc longuement mûri. On a mis 10 ans à arriver à faire un long métrage, c'est qu'on était sérieusement à part. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on est ici, hein, les singuliers, c'est quand même un musée des singuliers ici, donc c'est normal qu'on était un peu, on se sentait un peu seul. Hein. Délicatessen a ouvert une porte. Hein. Malheureusement, c'est un peu refermé puisqu'il était dans un festival qui s'appelait Les films qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui. 2 ans après Délicatessen, Caro et Jeunet sortent leur 2e long métrage, qui sera aussi leur dernier en commun, ce dont ils se doutaient un peu à l'époque. C'est fatigant de faire un film, c'est long. Hein. À la fin, il y avait peut-être le désir de passer à autre chose. Moi, j'avais déjà Amélie dans ma tête, toi, probablement d'autres choses. Quand on travaille ensemble comme ça, il y a des choses qui sont plus personnelles qu'on met un peu de côté. Donc là, c'est vrai qu'il y avait besoin d'explorer ces parties-là. Ouais. Les couples de cinéma, c'est généralement des frères. C'était engueulé 1 ou 2 fois, sûrement, ouais, mais c'est normal. Quand tu travailles pendant 2 ans sur un projet commun, si tu t'engueules jamais, c'est qu'il y a un problème. Hein. On s'est pas engueulé beaucoup. Non, on sentait juste qu'il y avait envie de faire autre chose. 4 ans après La Cité des Enfants Perdus, Jean-Pierre Jeunet part embrasser son rêve hollywoodien, laissant Caro sur le bord de la route. C'était déjà très avancé, la créature était faite déjà par les gens, les vaisseaux spatiaux, il y avait déjà quelqu'un qui s'en occupait, tout ça. Donc après, moi j'ai dit, bah, en quoi veux-tu que je t'aide? Et puis Marc au soleil à Los Angeles, en plus il conduit pas, c'était quelque chose de difficile à concevoir. J'aime les aliens quand il n'y a qu'un seul alien. Quand il y a plusieurs aliens, je trouve qu'il perd sa dimension mythologique. Quand il n'y en a qu'un, ça devient le mal par essence, et genre, ça devient quelque chose de complètement irrationnel. Quand il y en a plein, j'adhère moins. Pour être sincère, pour moi, il y a un alien, c'est le premier. Hein. Mais après, c'est des sequels, c'est du business. Mais moi, c'était l'aventure qui était intéressante. C'était pas le film lui-même, c'était l'aventure de faire un film à Hollywood avec 80 millions de dollars, avec tout ça. C'était génial. Personne ne pourra jamais nous enlever le bonheur d'avoir fait, puisque nous, notre truc, c'est de faire, c'est le bonheur de faire. J'ai envie de faire les films que j'ai envie d'aller voir. Donc j'essaye de faire ça, et puis après, si c'est original, bah, tant mieux, mais voilà, il y a quand même, ça part d'une sincérité, d'une authenticité, et puis voilà, après ça donne ce que ça donne. Quand je donne un conseil aux jeunes, moi, c'est toujours essayer d'être original, parce qu'on le dit dans Ces Enfants Perdus, c'est dur d'être l'original. Aujourd'hui, si vous différenciez pas, vous n'avez aucune chance, il y a tellement de films. Je ne sais pas si nos films vont laisser une trace, mais peut-être un peu Délicatessen, peut-être un peu Amélie, peut-être. C'est déjà pas mal, hein, parce qu'aujourd'hui, dans la masse d'informations, d'images, de téléfilms, de séries télé, de trucs, laisser une petite trace, c'est déjà pas mal. Of war, violence continues. We've made state police and National Guardsmen available. C'est un film dont on ne sort pas indemne. Détroit, c'est le récit en immersion d'un épisode sanglant des émeutes de 1967, les violences commises dans un motel par des policiers blancs américains sur des Noirs. Let's not be stupid in this situation.
tell me where the gun is, I got all night, people. Derrière la caméra, l'exceptionnelle Catherine Bigelow, qui de Démineur à Zero Dark Thirty ne cesse d'appuyer là où l'Amérique a mal, devant deux acteurs qui crèvent l'écran. John Boyega, échappé de Star Wars, campe un agent de sécurité qui tente de calmer le jeu face à Will Poulter, hallucinant, en flic raciste et psychopathe, quand deux acteurs sont confrontés à la réalité. Why you're answering all the questions? I feel like you should be drinking whiskey in this interview. You think we're bluffing? We don't bluff. Detroit riots took place 50 years ago. Were you sometimes shocked to realize how much history repeats itself? I think the shocking thing was the fact that the events depicted in this film weren't all that shocking. It's horrible to realize just how desensitized, you know, we've become, I think, to so many of the themes that are explored in this film. You know, I think we were all very aware of it while we were shooting. We went into pre-production. There was a spike in the number of cases where innocent people of colour were being killed by police officers, and those police officers weren't being met with the appropriate charges and accountability that any murderer should be, you know, met with. And so that really just, I think, added to the sense of responsibility and a sense of urgency when it came to making this film. And, you know, to be quite honest with you, no one wants to have to make a film this relevant in 2017. It should not be so relevant. He's the only Virginia Park shooting today. You carry a shotgun, he has shotgun wounds. You want to play ballistics? Jesus Christ, I'm sorry. That's it? What else? You shot him in the back. Right, he was running away from me. Where else do you want me to shoot? Will, watching your character on screen, I really had the feeling I was looking at pure hatred. Did you hate to play this character? You know, I'm obviously the conductor of a lot of that violence and hatred, as you say. And so whatever I experienced in terms of difficulty kind of pales in comparison to what the recipients of that abuse experienced. And your character is particularly interesting because you're trapped. Yeah, it's in an impossible situation. Yeah, but I think the Algiers Motel represents just a central point of various different characters and stories all mashed into one, and it creates a horrific and intense environment, not only for the people who were actually involved in those horrific events, but for the actors on set to feel that, to gauge that, and to understand it was vital. But that was a long 3 weeks. But I, to be honest, was looking at Will like, damn, man, to operate and perform at a level of ignorance for so long. I'm surprised he wasn't drooling every night with. Just tell me exactly what is going on here. I need you to survive the night. We didn't know where the cameras were. We had no idea where our cinematographer was hiding. Our focus pullers were invisible. And that in itself adds an element of reality to a scene in which you're no longer performing, you're now being, and that in itself is something that's quite rewarding. Don't do it! Get off my Hey, dude, get over. Right now. So sorry. I'm guarding that grocery store right there. Guarding it. It's my nephew. So sorry. I apologize. You're gonna take me out. Come on. It's your nephew, motherfucker. Let's get across the street. You are two young men. You're 25 and 24, if I'm correct. You're 24? Yeah, you're 25. Yeah. Oh, there you go. So still learning stuff, actually. Why was it important for you as actors to be part of such a project? It's funny that it reminds me of the kind of early day actors you read about, and the early day actors were warriors who would, you know, come from battle to the kingdom and had to tell the story of what happened. And to think that a whole bunch of, you know, political decisions were based on this one guy making sure he gets his performance and story correct. It shows that also today, in our day, there's still that responsibility that the actors are not only performers and entertainers, but also messengers of perspective, and it's very, very important. Thank you very much, both of you. Congratulations, you are very, very Thanks so much. Story Movies, c'est fini. Nos héros de la semaine prochaine, François Cluzet et le trio infernal du nouveau film de Fabrice Eboué, Coexister. J'ai nommé Ramzy Bedia, Guillaume de Tonquédec et Jonathan Cohen.
Il n'y a pas à tortiller du cul. Hein. Je l'aurais pas mieux dit. Allez, salut.